des mesures de semi-confinement en 3 étapes, avec une première étape qui sera le 27 avril. Les hôpitaux, les cabinets médicaux, certains commerces pourront reprendre leur activité à ce moment-là. Une deuxième étape, si tout va bien, c'est-à-dire si le nombre de cas ne réaugmente pas de manière trop importante, qui prendra place le 11 mai. Et donc, si la situation le permet, les écoles reprendront et les commerces pourront réouvrir dans leur totalité. Et puis, une troisième étape qui sera le 8 juin, là aussi, si tout va bien, donc tout ça reste conditionnel, avec une réouverture des écoles professionnelles, des hautes écoles, des musées, des zoos, des bibliothèques. La seule question qui reste encore en suspens, c'est naturellement la question du tourisme et de l'hôtellerie et de la restauration, donc les hôtels-restaurants, à savoir quand est-ce qu'ils pourront ouvrir, déjà pour la période estivale ou en cours de période estivale, ça, c'est pas encore déterminé. Ce plan de déconfinement progressif, finalement, il a été salué de manière unanime par tous les partis politiques ici en Suisse, enfin, quasiment tous les partis politiques, ce qui permet d'allier finalement les impératifs sanitaires avec une réalité économique qui est celle de la reprise de l'activité. Si on vient justement sur l'économie, on estime que l'économie suisse perd à peu près 4 milliards de francs suisses par semaine, ce qui est considérable. La Confédération a mis à disposition un fonds de 60 milliards d'aides d'urgence, notamment pour les crédits aux entreprises. On y viendra un petit peu après dans les différentes présentations qui seront faites. Peut-être pour l'économie suisse et pour donner un petit peu de perspective, je pense que c'est ce qui est intéressant aussi pour les chefs d'entreprise français qui sont amenés à travailler avec le marché suisse ou qui ont des filiales ici sur le marché suisse. Faut noter qu'on a des fondamentaux qui sont excellents, on a peu de dette publique, environ 30% du PIB, donc ce qui est un taux vraiment très très bas en comparaison internationale. Depuis 20 ans, sauf à 3 exceptions, la Confédération a toujours fait des bénéfices, des exercices bénéfices entre 2 et 6 milliards de francs suisses, donc ce qui a permis aussi de réduire la dette au fur et à mesure du temps. Et c'est même inscrit dans la Constitution, on a un dispositif de frein à l'endettement. On a, deuxième point, un dispositif de chômage partiel qui est assez efficace, dont bénéficie aujourd'hui environ un employé sur 3 ici en Suisse. Et donc, c'est un amortisseur social et un facteur positif pour, on l'espère, un redémarrage rapide de l'activité. Et puis ensuite, il y a la possibilité aussi d'utiliser des ressources importantes qui sont celles de la Banque nationale suisse. Vous savez que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, donc on a une banque nationale qui est autonome. Et la Banque nationale suisse dispose d'un fonds de réserve d'environ 50 milliards de francs suisses. Et donc, ça pourrait être aussi une solution, même si la Suisse est traditionnellement pas très interventionniste. Voilà, dans les défis, on a certains secteurs naturellement qui sont plus exposés. Je l'ai dit, l'hôtellerie, la restauration, mais aussi le commerce non alimentaire, qui souffrait déjà avant la crise du coronavirus, dû à l'achat en ligne, dû aussi au commerce transfrontalier. Donc, c'est un secteur qui va devoir se remettre en route et où la situation risque d'être un petit peu compliquée. On a une dépendance qui est relativement forte aux exportations. Donc, la reprise, elle dépend aussi naturellement de la situation chez les partenaires commerciaux et en premier lieu chez les voisins, parce que les premiers partenaires commerciaux sont les Européens et les 3 premiers partenaires commerciaux sont l'Allemagne, l'Italie et la France. Donc, naturellement, si l'économie repart bien en Allemagne, repart bien en France, repart bien en Italie, elle repartira d'autant mieux ici en Suisse. Peut-être troisième défi, celui du franc fort, qu'on connaît déjà depuis quelques années ici en Suisse et qui risque de continuer de perdurer, voire de s'accentuer un petit peu. On le sait, le franc suisse est toujours resté une valeur refuge. Et quand il y a des turpitudes sur les marchés financiers, sur les marchés boursiers, bien souvent, le franc suisse sert de valeur refuge. Et puis enfin, quatrième point, c'est la nouvelle donne fiscale au niveau international, et notamment pour la fiscalisation des GAFA. Vous savez qu'il y a beaucoup de grands groupes, et notamment américains, asiatiques, qui ont leur siège européen ici en Suisse. Et pour la Suisse, c'est un risque d'une perte fiscale d'environ 5 milliards de francs suisses par année, donc c'est pas tout à fait neutre. Au global, ce qui a été prévu par le FMI, les dernières annonces qui ont été faites pour la Suisse, c'est une baisse de 6% du PIB, donc en 2020, avec un rebond à 4%, quasiment 4%, 3,8% en 2021. Donc on voit qu'il y aura un certain phénomène de rattrapage, un taux de chômage qui restera relativement contraint, bas. On avait un taux de chômage autour de 2,3% avant la crise, on le voit monter à 3%, mais en gros, on ne prévoit pas une augmentation drastique du chômage. Un bon optimisme sur la capacité de rebond de l'économie suisse, avec une réserve sur la dynamique au sein de ses principaux partenaires commerciaux. Comme je l'ai dit, ça dépend aussi de ses partenaires. Et puis une certaine inégalité face
face à la crise en fonction des secteurs dont on parle. On l'a dit, hôtellerie, restauration, tourisme, tout ce qui est lié au tourisme et tout ce qui est lié au commerce non alimentaire. Là, on a encore un gros point d'interrogation. Peut-être dans les échanges franco-suisses, une notion qui est à prendre en compte, c'est aussi la volonté de relocaliser un certain nombre de productions à proximité, et donc peut-être aussi là, pour les principaux partenaires commerciaux de la Suisse, et donc la France en fait partie en premier lieu, de nouvelles opportunités qui pourraient se créer déjà fin 2020, deuxième semestre 2020, voire 2021. Voilà, en quelques mots, la situation ici en Suisse. Naturellement, je suis à disposition aussi pour répondre aux questions. Aujourd'hui, on a un séminaire qui est véritablement à destination des entreprises françaises qui ont une filiale ici en Suisse, qui ont des activités ici en Suisse, afin de les informer sur les possibilités de soutien offertes par la Confédération, mais aussi les cantons. Alors, vous savez que la Suisse est un État confédéral avec 26 cantons et demi-cantons, pour surmonter cette crise. Et donc, ça, c'est une mission qui est directement en lien avec le rôle de la Chambre, ce qu'on mène depuis 125 ans, pour fédérer, animer, informer la communauté d'affaires franco-suisse. Je voudrais déjà remercier nos 4 intervenants du jour. On va avoir des interventions qui vont être relativement courtes, entre 7 et 10 minutes par intervention. Et à chaque fin d'intervention, on va mettre en place un temps de questions-réponses. Donc, comme ça vous a été indiqué dans le message, vous pouvez poser vos questions au travers du petit sigle qui est en bas, Q&R. Et donc là, vous posez vos questions et nous, on les transmet directement aux intervenants et ils prendront 10 minutes à la fin de chaque intervention pour y répondre directement. Je dois aussi vous informer que cette séquence est enregistrée. Vos questions n'apparaîtront pas à l'écran, donc c'est bien nous qui allons les transmettre aux intervenants. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes techniques aussi, on est là pour répondre le cas échéant. Sans plus attendre, je vais passer la parole et aussi la caméra naturellement à Alexandre Gigax du cabinet Mazars, qui débute avec les dispositifs relatifs à la réduction de l'horaire de travail et à l'allocation perte de gain. Alexandre, je vous passe la parole. Je crois qu'il faut activer votre micro, voilà. Voilà, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait. Donc moi, je vais vous donner quelques informations relatives à la réduction d'horaire de travail, respectivement aux allocations pour perte de gain. Donc je vais débuter mon intervention par la réduction d'horaire de travail. Donc qu'est-ce que c'est que la réduction d'horaire de travail? On peut assimiler à du chômage partiel. Donc c'est un instrument qui a été mis en place par la Confédération essentiellement pour compenser les pertes de travail et maintenir les emplois qui étaient mis en danger par le virus. Donc, en 2 mots, les employeurs peuvent réduire les heures de travail et avoir la garantie d'une indemnisation par le biais donc, des caisses de chômage. Donc, l'indemnité couvre 80% de la perte de gain à prendre en considération avec une base maximale de 12 350 francs. Donc, c'est le salaire maximal qui peut être pris en considération. Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier donc, de cette réduction d'horaire de travail? Donc, les employés doivent contribuer à l'assurance chômage. Une chose importante, donc la perte de travail doit représenter au moins 10% des heures de travail normalement effectuées au sein de l'entreprise par période de décompte. Par période de décompte, on entend un mois civil. Donc, la perte de travail est calculée sur la base d'une analyse. Donc, c'est une différence entre les heures qui auraient dû être effectuées normalement par rapport à celles qui sont réellement effectuées. Une autre condition, c'est que la perte de travail doit avoir un caractère temporaire pour l'entreprise. Donc, qui peut bénéficier de cette réduction d'horaire de travail? Donc, c'est tous les employés qui sont au bénéfice d'un contrat de travail à durée déterminée et indéterminée. Et une chose importante, le contrat ne doit pas avoir été résilié, donc il doit être valable. Qui peut également bénéficier? Donc, les travailleurs temporaires, les apprentis, les travailleurs sur appel, dont le taux d'activité varie de plus de 20%, et également les personnes qui occupent une position assimilable à celle d'un employeur. Donc, on pense là principalement aux dirigeants de société, aux associés ainsi qu'à leurs conjoints, avec toutefois une petite limite. Donc, le salaire maximal à prendre en considération pour l'indemnisation a été fixé à 4 150 francs pour les personnes assimilables à des employeurs.
Quelle est la procédure? Donc, la procédure de réduction d'horaire de travail en Suisse, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existait déjà. Toutefois, au vu du caractère exceptionnel de la crise, donc, le processus a été revu et fortement simplifié. Donc, les employeurs doivent faire leur demande de réduction d'horaire de travail à l'aide d'un formulaire simplifié auprès donc, des services de l'économie et de l'emploi de leur canton respectif. Dans certains cas, l'annonce peut être faite directement en ligne par le web. Qu'est-ce qui est déterminant? Donc, si vous envoyez les demandes par courrier, donc c'est la date du timbre postal qui fait foi. Si vous les transmettez par mail, c'est la date d'envoi du mail. C'est cette date qui est importante et qui détermine le début du droit. Une autre précision, donc le délai d'attente qui était 3 jours auparavant a été supprimé. Donc, il n'y a plus de délai d'attente, vous touchez des indemnités dès le premier jour. Sur la base du préavis, donc le service d'économie et de l'emploi de vos cantons va délivrer une autorisation qui sera valable 6 mois. Et donc, elle permet à l'employeur d'obtenir des indemnités auprès de sa caisse de chômage. Une fois que vous avez obtenu donc, le préavis, vous devez remplir des décomptes. Donc, ces décomptes sont établis sur une base mensuelle. Et ensuite, vous avez un délai de 3 mois pour transmettre le décompte auprès d'une caisse de chômage, notamment, enfin en l'occurrence, une caisse de chômage localisée dans le canton du siège de la société. Voilà par rapport à la réduction d'horaire de travail. Donc en parallèle, un autre outil a été mis en place, donc c'est les allocations pour perte de gains. Donc le Conseil fédéral a pris des mesures pour atténuer les conséquences économiques du virus pour certaines catégories d'entreprises et certains employés. Donc on pense là notamment aux indépendants. La façon d'indemniser est différente des RHT. Donc là, ça se fait sous forme d'indemnités qui sont basées sur le régime des allocations pour perte de gains et qui sont versées sous forme d'indemnités journalières. Donc, les indemnités journalières correspondent à 80% du salaire plafonné et du salaire déterminant, et elles sont plafonnées à 196 francs maximum par jour. Les indemnités journalières pour les indépendants qui sont placés en quarantaine est limitée à 10 jours, et les indemnités pour les indépendants qui doivent garder des enfants de moins de 12 ans sont limitées à 30 jours. Donc, quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de ces indemnités? Donc, là, au même titre que les RHT, donc les employés, les personnes qui exercent une activité salariée ou lucrative doivent obligatoirement cotiser auprès d'une caisse de compensation. Pour ce qui est de la garde d'enfants de moins de 12 ans, respectivement la garde d'enfants handicapés de moins de 20 ans, il ne doit exister aucune autre solution alternative. En cas de mise en quarantaine, donc la quarantaine doit avoir été ordonnée par un médecin. En ce qui concerne les indépendants, donc la fermeture d'un établissement géré de manière indépendante est ouverte au public est une des conditions. Cette mesure a été élargie la semaine dernière par le Conseil fédéral et élargie à tous les indépendants qui ont subi une baisse importante de leur chiffre d'affaires suite à cette crise sanitaire, avec toutefois une condition pour ces catégories d'indépendants. Donc, le revenu minimum doit être de 10 000 francs et le revenu maximum de 90 000. Ça veut dire que si vous avez un revenu déterminant supérieur à 90 000, vous ne pouvez pas bénéficier de ces indemnités. Donc, qui peut en bénéficier? Donc, je le rappelle, donc c'est les parents, respectivement les indépendants qui ont des enfants de moins de 12 ans et qui doivent interrompre leur activité lucrative, les personnes placées en quarantaine et les personnes qui exercent une activité indépendante et qui ont subi une perte de chiffre d'affaires en raison donc, du virus. Comment procéder concrètement? Donc, les ayants droit doivent faire la demande eux-mêmes auprès de la caisse de compensation compétente qui versera ensuite l'indemnité. Donc, la caisse de compensation compétente est celle qui perçoit les cotisations AVS de l'indépendant ou du salarié. Et la demande se fait à l'aide d'un formulaire spécifique au coronavirus qui est disponible sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales ou directement en ligne sur le site de la majorité des caisses de compensation.
Voilà, j'en aurais terminé avec ma présentation et puis nous attendons vos questions. Merci beaucoup Alexandre. Quelques questions que je vous transmets directement. Pour la déclaration sur la réduction de l'horaire de travail, on nous demande si cela peut être rétroactif, par exemple s'il y a une baisse de l'activité qui a été constatée, et donc est-ce qu'on peut le faire a posteriori? Non, donc la date déterminante, comme je l'ai dit, c'est la date à laquelle le formulaire a été transmis auprès du service de l'économie et de l'emploi. Donc il n'y a pas de possibilité d'obtenir des RHT de manière rétroactive. Très bien, merci. Autre question, une fois la demande initiale de réduction de l'horaire de travail réalisée par Internet, quelle est la suite du processus? Donc le service de l'économie et de l'emploi délivre un préavis qui a une durée de validité de 6 mois, qui peut être renouvelé au terme des 6 mois. Et puis ensuite, l'indemnité, les entreprises doivent remplir de manière mensuelle un décompte qu'ils transmettent auprès de leur caisse de chômage. Très bien. Et autre question, quelle est la durée maximale de la réduction de l'horaire de travail et de l'allocation pour perte de gain, et quelles sont les conditions de reconduction du dispositif? Alors, la réduction d'horaire de travail, elle est valable 6 mois et elle peut être renouvelable, donc à l'aide d'une nouvelle demande. En revanche, les allocations pour perte de gain sont valables 2 mois. Elles sont valables rétroactivement donc au 17 mars 2020 avec une validité de 2 mois, donc au maximum jusqu'au 17 mai 2020. Au stade actuel des décisions prises par le Conseil fédéral qui sont susceptibles d'évoluer donc en fonction de l'évolution de la situation. Donc, il pourrait y avoir éventuellement une prolongation, le cas échéant. C'est possible. C'est ouvert, ouais. Une personne nous demande, j'ai besoin d'aide pour remplir la déclaration d'allocation de perte de gain, car le formulaire est assez peu clair. À qui puis-je m'adresser? Alors, l'idéal, c'est de vous adresser donc à des spécialistes qui remplissent de manière régulière ce genre de demande. C'est clair que nous pouvons vous épauler si vous souhaitez un appui pour remplir ces différents formulaires, respectivement la demande de préavis, respectivement les demandes d'indemnité. Très bien. Donc, c'est un service qu'offre également Baza, Voilà, d'assistance. exactement. Donc, on transmettra naturellement l'ensemble de la présentation ainsi que les coordonnées des intervenants à chacun des participants. On nous demande également, y a-t-il des critères d'acceptance, d'acceptation pour la réduction de l'horaire de travail? Alors, les critères, je l'ai dit, je peux peut-être les rappeler. Donc, les conditions, c'était que les employés qui sont susceptibles de bénéficier des RHT doivent contribuer à l'assurance chômage. Et puis, la somme des heures perdues pour l'entreprise doit représenter au minimum 10% des heures totales effectuées par l'entreprise durant un mois. C'est la condition principale. Donc, c'est une limite. Donc, si vous avez une perte de 9,95% d'heures de travail, vous bénéficiez de rien du tout. Si vous dépassez les 10%, vous bénéficiez donc du remboursement, à 80% toujours. Merci. On nous demande aussi sous quelle forme le préavis est délivré par le SECO. J'imagine que c'est par l'Office cantonal de l'économie ou de l'emploi concernant la RHT. Voilà, c'est exactement ça. Donc, les préavis sont délivrés par les services cantonaux d'économie et de l'emploi. Et là, donc, il faut prévoir un petit délai entre le dépôt de la et la décision, parce que les offices cantonaux de l'emploi sont submergés de demandes donc, actuellement. Il faut compter une quinzaine de jours pour obtenir une réponse. Et ça vient sous quelle forme? Par Ça vient courrier, sous par forme email? d'email. Par Par email, ouais. mail. Très bien. Tout à fait. On nous demande également s'il est possible d'utiliser l'allocation pour perte de gain pour des employés résidant en France et devant garder leurs enfants, alors qu'en Suisse, l'école aurait repris plus tôt. Des employés Résidant en en France, et devant garder leurs enfants. à mon avis, oui, s'ils n'ont pas de solution de garde alternative, oui. Merci. Comment sont traitées les charges sociales pendant la période concernée, respectivement RHT et
allocation perte de gain. Oui. Donc, au niveau de la réduction d'horaire de travail, donc les charges sociales sont dues sur l'intégralité du salaire. Donc, elles continuent d'être payées par l'employé et l'employeur sur l'intégralité du salaire, donc du salaire non réduit. Respectivement, la part d'assurance sociale sur la part employeur est remboursée aux employeurs sur la part des heures perdues. D'accord. Merci. On nous pose la question concernant la réduction de l'horaire de travail. Quels sont les délais pour recevoir les indemnités une fois le dossier complété? Donc, pour recevoir les indemnités, vous devez remplir le décompte. Donc, à la fin de chaque mois, il faut compter en principe une quinzaine de jours pour que le dossier soit traité et les indemnités arrivent. C'est une estimation. Donc, les premières demandes ont été transmises à la fin du mois de mars. Certaines entreprises ont déjà reçu donc, des décomptes. Ça va dépendre du travail de chaque caisse de chômage. Mais je dirais qu'il faut compter entre 10 et 15 jours pour recevoir les indemnités en général. Merci. Et peut-être une dernière question. Est-ce que c'est l'employeur qui décide, estime de manière unilatérale la réduction du temps de travail? Par exemple, je décide en tant qu'employeur de réduire le temps de travail à 50% ou est-ce que le processus est plus complexe? Alors, une des conditions aussi pour l'obtention de la réduction d'horaire de travail, c'est d'avoir l'accord de l'employé. Donc, l'employé doit être d'accord de bénéficier de la réduction d'horaire de travail. Donc, la décision n'est pas du seul ressort de l'employeur. Donc, l'employé doit être concerté. Respectivement, les heures sont convenues entre l'employeur et l'employé, les heures réduites. Et peut-être une question complémentaire qui découle de celle-ci. Est-ce qu'on peut avoir des réductions qui sont différentes en fonction des employés ou en fonction des services dans l'entreprise? Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment les heures réduites par employé. Donc, vous n'êtes pas obligé de réduire à 20% pour tous les employés. Donc, un employeur peut avoir une réduction totale de son quota de travail et un autre employé uniquement 50%. Donc, l'indemnisation se fera sur la base de la moyenne des heures perdues pour l'ensemble de l'entreprise. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Alexandre. Je vous propose qu'on continue maintenant avec les aspects fiscaux avec Laurent Beauvais, également du cabinet Mazars. Merci encore, Alexandre. Merci. Bonjour à tous, merci Romain, merci Alexandre également. Euh, il m'incombe donc de passer quelques minutes avec vous pour évoquer les questions fiscales, à tout le moins quelques questions fiscales. En passant donc au slide suivant, mon premier point d'attention va concerner les impôts directs. Alors pour petit rappel, en Suisse, quand on parle des impôts directs, on parle de l'impôt sur le bénéfice qui est perçu au niveau fédéral et un impôt cantonal et communal sur les bénéfices et le capital qui est aussi perçu au niveau cantonal. L'ensemble des éléments étant bien entendu toujours perçus au travers des cantons. Souvent, les cantons qui sont chargés de prélever ces impôts, quand bien même une partie est dévolue à l'État fédéral. Peut-être autre point important à préciser, c'est la question des acomptes. On va y revenir dans un instant, mais en Suisse, quand vous payez vos acomptes d'impôts sur l'année 2020, en fait, vous payez déjà une partie de vos impôts sur l'année 2020. Donc, on paye des acomptes sur l'année en cours. Alors, fort de ce contexte, quelles sont les mesures qui sont aujourd'hui en place eu égard à la période assez douloureuse que l'on traverse? Premièrement, il y aura un report pour le dépôt des déclarations d'impôts. Vous avez un petit tableau à l'écran qui précise, s'agissant des cantons romans, les délais. Là où dans la colonne des personnes morales, il n'y a aucun délai n'est indiqué, c'est tout simplement parce que ce sont les délais ordinaires qui restent applicables. Typiquement pour le canton de Vaud, le délai est au 15 septembre de manière ordinaire. Donc à ce stade, il n'a pas été jugé opportun de prolonger ce genre de délai. Donc première action importante, des délais plus grands pour déposer les déclarations d'impôts. Deuxième élément qui est intervenu ces dernières semaines, c'est la question des intérêts moratoires
qui ont été suspendus, dans un premier temps au niveau fédéral, et puis les cantons, pour leur propre partie d'impôt, ont également complété les dispositifs en accordant des suspensions des intérêts moratoires. Et puis, accompagnant ces différentes mesures, un troisième point est intervenu, c'est la suspension de certaines procédures administratives, notamment toutes les questions liées au rappel d'impôts, poursuites et autres éléments pour des impôts qui n'auraient pas encore été payés. Donc, au final, s'agissant des impôts directs, j'aurais deux messages principaux. Le premier, c'est que on continue, même en temps de crise, à prélever l'impôt. En tout cas, aujourd'hui, c'est ainsi en Suisse. Donc, on reste soumis aux obligations de déposer les déclarations d'impôt. Et puis, deuxièmement, et ça, c'est probablement le message plus important sur les impôts directs, c'est que vous pouvez, dès aujourd'hui, en adaptant les acomptes d'impôts que vous devez payer, ajuster finalement votre charge fiscale et donc vos acomptes qui sont immédiatement dus, combien même, eu égard aux intérêts moratoires qui sont maintenant mis à zéro, ça donne une certaine marge de manœuvre du point de vue de la gestion de la trésorerie. Donc voilà pour ce point rapide sur les impôts directs. Je vais passer donc au slide suivant pour parler de la TVA. Alors, s'agissant de la TVA, contrairement aux impôts directs, on n'est pas dans une logique de prélèvement par acompte. Hein. Quand on remplit les décomptes TVA, on fait état d'une taxe qu'on doit soit recevoir, soit verser à l'État en fonction du trimestre passé. Étant entendu qu'en Suisse, le délai standard pour le dépôt des déclarations de TVA est trimestriel. Donc, ici, quels sont les points d'ajustement qui ont été mis en place par l'État fédéral? Dans un premier temps, tous les décomptes de TVA qui seraient en faveur des contribuables, de vous, entreprise, avec le numéro de TVA suisse, l'État s'est engagé à les rembourser le plus rapidement possible. Ce qui veut donc dire que toujours sous l'angle de la trésorerie, il n'est pas inintéressant de regarder ces décomptes TVA, voire de les déposer le plus rapidement possible lorsque c'est l'État qui doit vous rembourser de l'argent. Dans le cas inverse, c'est-à-dire quand c'est l'entreprise qui devrait verser de la TVA à l'État fédéral, à ce moment-là, il y a des possibilités pour demander des reports de paiement de cette TVA. Et ces reports sur demande peuvent être prolongés d'un délai de, en principe, 3 mois. Donc, message important au niveau de la TVA, il faut évidemment toujours établir les décomptes TVA. Le cas échéant, n'hésitez pas à demander les reports de paiement de cette TVA pour aménager de manière positive l'effet trésorerie. Voilà, donc j'ai terminé pour ce rapide survol impôts directs et impôts indirects, et je me mets volontiers à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup Laurent pour ce survol rapide. Peut-être une première question qui nous est posée. Quelles sont les dispositions en cas de surendettement de l'entreprise? Y a-t-il des conditions particulières liées à l'épidémie Covid-19? Ah oui, c'est un point important qui a été d'ailleurs, des nouvelles mesures ont été mises en place la semaine passée sur ce sujet. Donc, pour peut-être rappel, dire que du point de vue du droit suisse, il y a un élément qui est suivi d'une manière assez importante, monitoré en tout cas sur une base légale formelle, c'est la question du surendettement. Alors, qu'est-ce que c'est le surendettement? C'est lorsque quelque part vous avez des pertes accumulées qui sont supérieures au capital et aux réserves de la société, ou dit autrement, si on prend l'ensemble des fonds propres, y compris les pertes reportées, on a un montant négatif. Donc à partir de là, en situation ordinaire du droit suisse, le conseil d'administration a l'obligation de faire une annonce au juge, sauf à mettre en place un certain nombre de mesures qui est pour éviter ce surendettement. Une des mesures qu'on voit le plus souvent, c'est que dans ce genre de structure, en particulier quand on a une implantation qui est en lien avec une entreprise mère française ou d'un autre pays, c'est que pour éponger les pertes et puis pour évidemment faire face aux besoins de trésorerie, la société mère va prêter
de l'argent à la filiale suisse. Et donc, on peut faire ce qu'on appelle une postposition de ces créances pour compléter les montants des fonds propres et ainsi réduire le surendettement. Donc ça, c'est pour poser le cadre. C'est une question assez complexe et dire que à situation ordinaire du droit suisse, une annonce au juge est obligatoire dès lors qu'il y a un surendettement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid et les mesures mises en place? C'est évidemment qu'on est conscient que pendant un certain laps de temps, des entreprises vont accumuler des pertes probablement plus importantes que prévues et que potentiellement, ça va générer du surendettement et donc ces obligations d'annonce, notamment au juge. Et dans le cadre d'une période transitoire qui est maintenant en place, ces délais peuvent être évités, donc pas besoin nécessairement d'annoncer au juge, mais pour cela, il va vous falloir regarder d'une manière assez serrée votre situation d'endettement, respectivement quelle était votre situation au 31/12/2019 et ensuite comment la situation a évolué sur cette première partie de l'année 2020 pour pouvoir éventuellement bénéficier de ces mesures. Et pour conclure sur ce point, je dirais deux choses importantes. La première, c'est que c'est important pour toutes les entreprises d'avoir une documentation complète de quelle était la situation financière au 31 décembre 2019 déjà, puisque c'est un premier point de monitoring pour ces nouvelles mesures provisoires. Et puis deuxièmement, veillez bien à contrôler si vous tombez dans des situations où une annonce devrait être faite et dans quelle mesure elle pourrait être supprimée grâce à ces nouveaux dispositifs. Merci beaucoup, Laurent. On nous pose une question relative à la TVA et concernant les reports de 3 mois qui peuvent être mis en place. Est-ce que cela signifie que toute la TVA 2020 devrait être réglée d'ici à fin novembre pour rattraper les tranches qui auraient été repoussées, ou bien est-ce qu'il y a un délai supplémentaire? Alors, aujourd'hui, ce qui a été mis en place, c'est un décalage dans le paiement des décomptes. Donc, oui, d'une manière ou d'une autre, ça signifie que toute la TVA devra être rattrapée à un moment ou pour un autre, avec, en guillemets, pour le moment, l'avantage que les intérêts moratoires ne sont pas perçus, donc pas de pénalité cas échéant. Maintenant, je resterai prudent avec ça par rapport à des délais de rattrapage ultime, dans la mesure où ça va dépendre si dans quelles conditions on va se retrouver dans les mois qui viennent. On peut en particulier envisager que d'autres mesures viennent compléter ces dispositifs cas échéant. Merci beaucoup. Une dernière question sur la fiscalité des indemnités pour la réduction d'horaire de travail et pour l'allocation de perte de gain. Comment ces indemnités seront fiscalisées durant la période? Alors, en droit suisse, malheureusement, ça reste des éléments imposables. Donc, ça va compléter les bases imposables de la même manière d'ailleurs que toutes les charges sont déductibles. Donc, dit autrement, d'un point de vue des impôts directs, toutes les indemnités qui sont touchées font partie intégrante du bénéfice imposable. Et puis, une autre question qui touche la TVA plus particulièrement consiste à dire que ces éléments n'étant pas équivalents à des subventions, en principe, sous l'angle de la TVA, il n'y aura pas d'effet du fait qu'une entreprise touche ce genre d'indemnité. Très bien. Merci beaucoup, Laurent. Vous restez avec nous. On passe à la troisième intervention et je vais demander à Éric Chapard de la Banque du Léman, filiale du groupe Caisse d'Épargne ici en Suisse, et à Jacques Berger du cabinet Mazars de bien vouloir prendre la parole. Éric, je te laisse le micro et la caméra. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc, on va développer la partie crédit, donc les aides confédérales qui accompagnent les PME sur cette crise sanitaire. Donc, on va passer sur la partie programme. Donc, qu'est-ce que c'est l'utilisation de ces crédits Covid-19, comme ils sont appelés, les conditions à remplir pour en bénéficier, quelles démarches il faut suivre pour en bénéficier, et puis un dernier point sur le bon à savoir, les risques et contrôles. Donc, tout d'abord, on va regarder donc, la définition, à quoi correspondent ces crédits Covid-19. Donc, une aide en liquidité sous forme de crédit transitoire mise en place par le Conseil fédéral en raison des conséquences
coronavirus, le Conseil fédéral a mis en place un programme de garantie d'un volume de 20 milliards visant à ce que les PME affectées obtiennent des crédits bancaires transitoires. La Banque du Léman participe à ce programme. Avec cette mesure, les entreprises faisant face à des difficultés financières peuvent obtenir rapidement un crédit transitoire garanti pour un montant allant jusqu'à 10% des chiffres d'affaires ou 20 millions de francs au maximum. Donc, les spécificités, c'est les demandes de crédit simplifiées, vous l'aurez compris, une mise en place rapide, des crédits donc garantis par la Confédération et qui ne peuvent pas excéder 10% de chiffre d'affaires. La durée est de 60 mois, 5 ans. Et puis le taux appliqué, il y a une différenciation entre les crédits qui sont jusqu'à un concours de 500 000 francs, où le crédit est à taux 0% et garanti entièrement par la Confédération. Et puis les crédits au-delà de ces 500 000 francs, où la Confédération garantit pour le coup 85% du montant, le taux est à 0,5% et les 15% restants, le taux est défini par les banques elles-mêmes. Quel usage du crédit pour le crédit Covid-19 Eric, si tu peux rester bien en face de ton micro parce qu'il y a des petits problèmes de son, je crois. Voilà, il faut rester bien en face. Merci. Ok, bien sûr. Quel usage? Donc, le crédit ne peut être utilisé que pour garantir les besoins de liquidité courante du preneur de crédit. Par conséquent, vous pouvez utiliser pour payer les charges courantes, comme les salaires de tous les collaborateurs, par exemple. Mais on peut imaginer aussi celui d'un dirigeant d'une entreprise individuelle. En revanche, l'ordonnance confédérale indique dans son article 6 qu'il y a quelques situations interdites. Pour revenir sur le flip d'avant, je crois, parce qu'on est toujours sur l'usage. Voilà, parfait. Ce qui est interdit, c'est évidemment tout ce qui n'est pas de l'utilisation courante, c'est-à-dire distribution de dividendes, le remboursement de prêts actionnaires, remboursement intragroupe qui peut concerner nos clients transfrontaliers, mais aussi également le transfert de fonds à une société du groupe qui n'aurait pas un siège en Suisse, lié directement ou indirectement d'ailleurs à la société requérante. Point de vigilance, on reviendra dans le risque et contrôle, mais si l'utilisation des fonds est en dérogation de cet article 6, les requérants s'exposent à une amende de 100 000 francs. Voilà, on va ensuite aborder la partie conditions. J'essaie d'aller un peu vite. Voilà. Donc, les conditions pour bénéficier ou de faire une demande de crédit Covid-19. La toute première, il faut que le siège social de l'entreprise soit en Suisse et soit créé avant le 1er mars 2020, donc avant cette crise de Covid-19. L'inscription au registre du commerce n'est pas obligatoire, sauf pour les sociétés qui demandent un financement au-delà de 500 000 francs. Donc, on peut avoir les PME, les personnes morales, on peut avoir aussi les travailleurs indépendants. Ensuite, il faut justifier d'une perte de chiffre d'affaires liée au coronavirus, évidemment. Petit point sur le troisième point, c'est pour le crédit Covid-19+, il faut avoir un accord sur une demande de crédit Covid-19. Ensuite, également, il faut que l'entreprise soit saine, donc elle ne doit pas être en faillite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en procédure concordataire ni en liquidation avant la demande de crédit Covid-19. Enfin, également, l'entreprise ne doit pas avoir obtenu une autre aide en liquidité Covid-19. Ça correspond à certains secteurs d'activité où la Confédération a libéré pour le financement de mesures complémentaires une tranche de 280 millions pour le domaine culturel et de 100 millions pour le domaine sportif. Il ne faut pas avoir bénéficié de ces aides précises avant de demander un crédit Covid-19. Voilà pour la partie conditions, les conditions essentielles. Juste peut-être noter que toutes ces mesures transitoires ne sont pas ouvertes aux sociétés qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions en 2019. Oui, merci. Donc, le slide suivant décrit les démarches qui, vous aurez compris, sont facilitées. Les demandes s'effectuent souvent dans 4 étapes. Il s'agit de remplir le formulaire de demande officielle qui est disponible sur le site internet de la Confédération. Il sera en ligne, je crois que même qu'il est indiqué d'ailleurs sur le slide. N'oubliez pas d'indiquer le montant du crédit que vous souhaitez
recevoir au point 3, dans la ligne située sous les blocs 1 et 2 qui définissent le chiffre d'affaires définitif ou estimé. Ensuite, vous imprimez le formulaire et vous le signez. Pensez bien à vérifier toutes les données saisies avant l'envoi pour éviter un aller-retour. Vous scannez l'audit formulaire et l'envoyez par email à votre établissement bancaire, ou si vous souhaitez, vous pouvez aussi l'envoyer directement par voie postale. La banque vérifie que la demande est complète, puis verse l'argent directement dans le cadre du crédit Covid-19, ou donne un accord et attend l'accord de l'organisme de cautionnement pour le cas du crédit Covid-19. En rappel, pour le crédit Covid-19+, il faut avoir au préalable un accord sur une demande de crédit Covid-19. Je vous propose ensuite de terminer sur les points bons à savoir. Donc, sachez qu'une seule demande de crédit Covid-19 ou Covid-19+ par entreprise est possible, donc bien la calibrer dès le départ. La Banque du Léman vous permet de différer votre première échéance de 6 mois, la durée de 60 mois, il resterait 54 mois pour l'amortir, puisque au terme des 60 mois, le crédit doit être amorti. La Banque du Léman n'appliquera aucun frais de dossier et une filiale d'un groupe français peut bénéficier d'un crédit Covid-19, même si sa maison mère a bénéficié d'un prêt garanti par l'État en France. Voilà, je m'arrivais à la fin de cette présentation de l'aide aux entreprises sous la forme de crédit transitoire, à laquelle la Banque du Léman s'est associée. Merci de votre attention, à disposition. Merci beaucoup Eric pour cette présentation. Quelques questions qui sont arrivées pendant le défilé. On nous demande si le crédit Covid-19 est possible pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires nul l'année précédente, par exemple pour une start-up en phase de développement. Alors, c'est une bonne question, surtout en cette période de tourmentée. Je dirais que la gestion prévisionnelle des liquidités est absolument vitale. Elle montre de manière continue si et quand il y aurait une lacune de liquidité, mais également le montant de l'éventuel déficit de paiement. Sur l'échiquier aujourd'hui, on trouve des entreprises d'un extrême qui ont un excédent de trésorerie pour lesquelles la Banque du Léman a des solutions, ou l'établissement bancaire, mais la Banque du Léman en particulier, pour exonérer par exemple une partie de leur liquidité de taux négatif. Et puis l'autre extrême de l'échiquier, on a des entreprises qui ont déjà ou qui auront des lacunes de trésorerie dues à la crise Covid-19. Alors, vous pouvez ainsi prendre toutes les dispositions rapidement afin de préparer l'équipe nécessaire. Plusieurs solutions. La première, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une seule demande. Donc, le leitmotiv, ça serait bien anticiper. En rappel, vous pouvez faire qu'une seule demande de crédit Covid-19. Il est donc conseillé de demander le maximum quelque part, soit 10% du chiffre d'affaires. Ensuite, il y a un mécanisme que vous pouvez utiliser, c'est la suspension d'amortissement. Si vous utilisez des solutions de financement bancaire, les banques se tiennent à votre disposition pour discuter avec vous de la possibilité de suspendre les amortissements. Ensemble, l'établissement bancaire et vous, ou la société, trouvent une solution. Et puis, dernier point, alors s'il y a une demande récurrente ou en tout cas un risque d'avoir une liquidité supplémentaire manquante, il y a les financements d'exploitation bancaire. Et là, les conseillers des entreprises bancaires, les conseillers de la service corporate Banque du Léman sont toujours à disposition des clients pour faire face à cette demande et donner accès aux aides de cautionnement roman et étudier rapidement un accompagnement financier. Conclusion à cette question, vous pouvez aussi prendre des dispositions prenez plutôt des dispositions rapidement afin de préparer la liquidité nécessaire. Donc la réponse pour une entreprise qui n'aurait pas eu de chiffre d'affaires l'année précédente, donc une start-up en phase de développement, ce serait oui, elle peut mettre en place un dossier. Oui, il y a deux façons, chiffre d'affaires définitif ou provisoire 2019, pour répondre à cette question, ou 2018 du coup. Et s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il y a une possibilité, c'est le bloc de la déclaration, de faire une estimation du chiffre d'affaires sur la base d'une masse salariale nette réelle 2020 multipliée par 3. Très bien, merci beaucoup. Autre question, le crédit peut-il être utilisé pour payer des factures courantes et notamment vers la France? Et notamment, pardon? Notamment vers la France. Alors, c'est une bonne question. Le texte ne dit pas, en fait, dit simplement
simplement qu'il faut que ça assure les dépenses courantes. Vers la France, il faut être très vigilant pour que ce soit bien justifié dans ce cadre-là. Moi, je conseille que s'il y a des dépenses de ce type-là où il y aurait une question, il ne faut pas hésiter à demander à votre cabinet fiduciaire ou à votre établissement bancaire. On regarde de plus près pour vous donner l'accord. Et surtout, pas prendre de risques. Merci Eric. Dernière question. On demande s'il est possible d'attendre la fin de la crise pour commencer à rembourser ce crédit Covid-19. Alors, c'est une bonne question aussi. La couverture fédérale pour le crédit Covid-19, elle est valable 5 ans. Hein. Donc, il est prévu que la société rembourse progressivement le crédit pendant cette période. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, la Banque du Léman permet de différer la première échéance de 6 mois pour passer le gros de la crise et ensuite reprendre un amortissement de cette dette. Mais en cas de situation exceptionnelle, l'ordonnance fédérale prévoit que si l'amortissement dans le délai imparti a des conséquences très dures pour le preneur de crédit, on peut, avec l'accord du cautionnement roman pour le coup, accorder une extension à 7 ans, donc 2 ans supplémentaires. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un complément, Jacques Berger, chez Mazars? Est-ce que vous pouvez apporter un complément aux propos qui ont été apportés par Eric? Alors, bonjour à tous. Oui, non, je n'ai pas de complément par rapport à ce qu'a dit Eric. Simplement, effectivement, si je rebondis sur les amortissements, effectivement, chaque société a un impact plus ou moins important par rapport à cette crise et évidemment qu'il est conseillé de rembourser le plus rapidement possible ces crédits Covid. Bien que, comme ces crédits sont au bénéfice de taux d'intérêt plutôt attractifs, puisque dans la première tranche, on est à 0% et dans la deuxième tranche, on est à 0,5%. Il y a une tendance, évidemment, de pouvoir utiliser un maximum les crédits Covid comparé à des crédits commerciaux pour lesquels les taux d'intérêt sont plus élevés. Et on a vu aujourd'hui plusieurs cas où effectivement des entreprises ont remboursé des crédits commerciaux et pris des crédits Covid pour bénéficier et arbitrer sur les taux d'intérêt. Cela dit, c'est à courte vue puisque, comme on le sait, les taux d'intérêt peuvent être revus par le département fédéral des finances. Et la première fois, ces taux d'intérêt seront revus le 31 mars 2021. Très bien, merci pour cette précision. On arrive maintenant à la fin de ce webinaire. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants pour leurs exposés clairs et concis. Hein. On a réussi à tenir le timing. Merci également aux participants pour les nombreuses questions, les échanges de ce matin. La présentation va être envoyée à chacun ainsi que les coordonnées des intervenants. Donc, n'hésitez pas aussi, pour des cas particuliers, à prendre contact avec les uns et les autres pour pouvoir continuer l'échange. Les équipes de la Chambre restent naturellement à votre disposition pour vous accompagner dans cette période difficile. Je tiens à remercier Pierre-Marie Durécu qui a organisé ce webinaire. C'était une première pour la Chambre. Je crois qu'on s'en est pas trop mal sorti. Il y en a d'autres qui vont suivre et donc on va répéter l'exercice là dans les prochaines semaines. Donc, restez à l'écoute des actualités, prenez soin de vous et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Merci.